Bonsoir, nous sommes le vendredi 4 février, il est presque minuit, c'est-à-dire qu'il est 23h35. Je voudrais revenir sur la notion de subconscient et de subconscience. Nous avons appelé notre chaîne la chaîne de la subconscience il y a déjà un peu plus d'un an, il me semble, peut-être un an et demi, je ne sais plus. Et ce mot-là a été choisi, ça n'a rien à voir en fin de compte avec la notion de subconscient. Le mot subconscience n'est pas utilisé spécialement en France dans le milieu psychanalytique ou psychologique. C'est pour ça que nous l'avons employé. De la même façon que nous avons employé l'expression de surconscience, qui est également pas très utilisée, mais c'est tout à fait délibéré. Sous le mot subconscient, nous avons voulu intégrer un grand nombre de disciplines qui semblaient être traitées par notre télévision, par Téléprovidence. D'ailleurs, subconscience rime avec Téléprovidence, avec Providence. Téléprovidence, la chaîne de la subconscience. Donc, je voudrais ici, à cette occasion, nous allons bientôt fêter d'ailleurs les 8 années de création de notre chaîne Téléprovidence, nous allons essayer de préciser ce que nous entendons par subconscience. Je dis ça parce que justement j'ai suivi un film aujourd'hui où il y avait un professeur de philosophie qui était joué par Bruno Kremer et une élève qui était jouée par Vanessa Paradis à la Cinémathèque de Paris. Et le prof de philo avait mis comme sujet le subconscient. Qu'est-ce que c'est que le subconscient? Et j'ai réagi en me disant non, nous c'est pas du tout ça. La notion de subconscient chez nous, c'est quelque chose de très structurel. C'est-à-dire que c'est très fonctionnel, plus exactement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la fonctionnalité de la subconscience. Donc c'est pas quelque chose qui est conjoncturel, mais quelque chose qui est structurel. Par exemple, tout ce qui est dans notre corps, tout ce qui fonctionne, tous les appareils que nous disposons dans notre corps, sont de l'ordre de la subconscience dans notre système. Alors que ça n'a rien à voir pourtant avec le subconscient, au sens où Freud l'entend. De la même façon, les hommes et les femmes ont un certain équipement, un certain appareillage inné, qui fonctionne par lui-même, sans qu'on en soit nécessairement conscient, et sans qu'on l'ait vraiment voulu d'ailleurs, et sans que ça ait vraiment été délibérément installé, eh bien, ça aussi, ça relève de la subconscience. Donc toutes les fonctionnalités, toutes les potentialités qui fonctionnent sans pour autant qu'elles soient passées par une formation au cours de la vie de la personne, des choses qui sont déjà en place, en quelque sorte, qui sont en tout cas prêtes à fonctionner dès la naissance, c'est cela qui nous apparaît comme étant de la subconscience, et on pourrait parler d'un logiciel en fin de compte. Donc on n'est pas du tout dans le domaine de la pathologie ici. On n'est pas du tout dans le domaine du refoulement, on est dans le contraire dans le domaine de la fonctionnalité. Donc finalement, c'est pour ça que notre chaîne ne s'intéresse pas spécialement à la thérapie, mais elle s'intéresse aux potentialités, aux dispositions, aux facultés dont nous disposons pour effectuer un certain nombre d'actions. Et donc, par exemple, l'astrologie nous intéresse parce qu'elle nous parle d'un certain nombre de fonctions dont nous disposons. Elle est censée en tout cas le faire. La voyance nous intéresse parce qu'elle nous parle aussi de certaines aptitudes que nous avons. Et là encore, elles ne sont pas des aptitudes qui ont une vocation à fonctionner, à jouer un rôle, ce qui n'est pas tout à fait la démarche de la subconscience, du subconscient. Et puis nous nous intéressons aussi à la question du masculin et du féminin, des hommes, des femmes, leur façon de fonctionner. Nous intéressons aussi à tout un ensemble de déterminismes qui sont effectivement subconscients. Alors que finalement, autant que je comprenne ce que dit la psychanalyse, il s'agit de tout à fait autre chose. La psychanalyse considère le subconscient comme des phénomènes refoulés, des choses que l'on ne contrôle pas, des choses qui s'emparent de nous, enfin je sais pas quoi. Alors c'est pas du tout cela. C'est pas du tout cela. Là, il s'agit vraiment de modes de fonctionnement qui sont propres à un groupe et qui ne sont pas propres à un individu. Attention, la subconscience nous parle d'un processus collectif, d'un processus d'appartenance à un groupe, par exemple les femmes, subconscience des femmes, subconscience des hommes.
alors que le subconscient, lui, au sens freudien, c'est une affaire purement individuelle. Alors, je sais que Jung a parlé d'un inconscient collectif. C'est pas tout à fait la notion de subconscience non plus, voyons. Même si la notion de subconscience pourrait englober jusqu'à un certain point, englober, c'est-à-dire ne pas être réduite à cela, mais elle pourrait englober la notion d'inconscient collectif. En tout cas, on est dans une philosophie jungienne du collectif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est propre à un collectif, à un groupe, et non pas seulement réductible à une question de personnalité, de personne. Et c'est le grand apport de Jung, justement, d'avoir amené en ce sens-là, je suis extrêmement jungien, puisque je dis que les enjeux individuels sont tributaires des enjeux collectifs. Alors, la surconscience, puisque on oppose chez moi la subconscience et la surconscience, c'est au contraire précisément tout ce qui vient, en quelque sorte, s'ajouter au cours de la vie de l'individu, mais ça peut être aussi au niveau collectif également, tout ce qui vient se greffer dessus, mais qui évidemment est beaucoup moins ancré en profondeur dans le bagage de la personne. Ce sont des choses qui sont, par exemple, l'apprentissage d'une langue, par exemple, fait partie de la surconscience, par exemple. Et la surconscience est évidemment beaucoup plus diversifiée que la subconscience. La subconscience peut être diversifiée à un certain nombre de catégories relativement peu nombreuses, alors que la surconscience, elle peut prendre un nombre presque infini de formes, même si elles sont collectives. C'est beaucoup plus bariolé, beaucoup plus compliqué que la subconscience. Et puis c'est quelque chose qui est beaucoup plus ponctuel, en fait, ça. Même si, effectivement, il y a certaines cultures. Alors on pourrait dire quelque part que la culture, une certaine conception de la culture relèverait de la surconscience, mais le mot culture est un mot qui pour moi est très ambigu, parce que je ne veux pas dire que la subconscience relève de la nature, par exemple. Non, la subconscience ne relève pas de la nature, si tant est qu'on puisse considérer effectivement que notre organisme, notre fonctionnement du corps relèverait de la nature, mais là aussi il y a une très grande ambiguïté, parce que la nature, c'est-à-dire le cosmos, quelque chose qui est très lointain, et auquel on peut se référer, comme ferait les stoïciens, par conformité. Mais ce que nous avons nous-mêmes, notre corps, ce que nous sommes devenus, le produit de l'évolution, est-ce que c'est de l'ordre de la nature ou de la culture? C'est pas simple, c'est pas évident. C'est pour ça que finalement, je préfère les mots subconscience et surconscience aux problématiques de la nature, du subconscient, du conscient, etc. Ça me paraît finalement plus heureux, finalement. La subconscience est une seconde nature, et la surconscience, c'est une seconde nature parce que, quelque part, c'est une nature qui a évolué, et à partir du moment où elle a évolué, elle est seconde. Et on pourrait presque dire que la surconscience est une troisième nature, c'est-à-dire quelque chose qui se rajoute encore à la subconscience, et qui est voué, dans l'absolu, à devenir de la subconscience, mais au bout d'un temps qui est quasiment imprévisible. Alors évidemment, on peut parler de refoulement dans la création de la subconscience, mais pas de refoulement au sens où Freud l'entend. De refoulement au sens de refouler de la conscience des modes de fonctionnement, de façon à ce que ces modes de fonctionnement ne nous envahissent pas, en quelque sorte. Donc on les refoule dans les parties subconscientes, mais là encore, c'est pour des raisons purement fonctionnelles, purement opérationnelles. C'est pas du tout une question de refoulement pour je ne sais quelle raison psychique ou traumatique, etc. Non, c'est le refoulement ici, c'est de déléguer à d'autres instances ce qui était initialement au niveau de la conscience. Et par exemple, faire le travail par quelqu'un d'autre, c'est une forme de refoulement. Et le retour du refoulé, c'est quand on reprend possession de ce qu'on avait délégué, par exemple. Donc il y a tout un autre imaginaire, toute une autre rhétorique qui apparaît ici. Et je ne veux pas parler non plus de Lacan, parce que je ne connais pas très bien, mais on pourrait aussi probablement se référer à Lacan
sur tel et tel point. Ça viendra peut-être dans d'autres occasions, ou avec d'autres interlocuteurs, c'est possible. Mais en tout cas, là, je crois que j'ai brossé une image assez rapide de cette question, n'est-ce pas, pour montrer que Freud avait surtout traité d'enjeux dramatiques, d'enjeux traumatiques, et il n'avait pas raisonné comme sociologue, comme historien, bien qu'il ait écrit quelques ouvrages sur la question, comme Moïse et le monothéisme, ou Totem et Tabou, etc. Mais je veux dire qu'il n'a pas situé, il n'a pas perçu ce qu'il aurait pu faire. D'ailleurs, c'est un peu, on pourrait avoir un regret à son sujet, mais c'est ce qu'a pose d'ailleurs aussi quelque part le conflit entre Jung et Freud. Il faut se demander jusqu'où Jung était. Mais certain que Jung, d'une manière générale, se rapproche énormément par son côté de ce que je viens de dire sur la subconscience, puisqu'il était également intéressé par le I Ching, il était intéressé quelque part par des formes de synchronicité, et il était donc intéressé, comme je disais tout à l'heure, que par l'inconscient collectif, et puis par l'animus et l'anima. Donc effectivement, quelque part, je dirais que je m'inscris effectivement dans une sorte de prolongement de la pensée jungienne.